Il ne faut pas avoir peur. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On va parler de nourriture, alimentation, OGM, pesticides et parasites, comme Apolline de Malherbe, évidemment, n'en parlera jamais. Mais avant ça, n'oubliez pas adhérer au club Géopolitique Profonde. Voilà, vous serez dans le même club que Sophie Lefesse, une nouvelle arrivante qui écrit sur Trump, mais l'OTAN au défi. Sylvain Ferreira, que vous aimez et adorez tous. Claude Janvier, Thibaut Kerlerzin, Franck Pemgam, Laurent Ozon, Jean-Michel Vernochet et tellement d'autres. Donc vous cliquez sur le lien ci-dessous et vous aurez 7 jours d'essai gratuit. N'oubliez pas, il ne faut pas avoir peur. Géopolitique Profonde, la boutique est ouverte dès à présent. Ah oui, petite annonce que je fais, je cherche un monteur, caméraman pour qu'ensemble nous fassions des reportages de terrain, au moins 2 par semaine. C'est rémunéré, bon c'est pas rémunéré comme pour Spielberg, mais c'est rémunéré à hauteur de nos moyens. Donc si vous voulez faire des reportages avec moi, vous allez sur le lien là ci-dessous, je crois en commentaire, vous cliquez et vous répondez à quelques questions. Je vais commencer dès cette semaine à faire le recrutement. Alors je suis très content parce qu'aujourd'hui je reçois le professeur Philippe Imbert pour cet excellentissime livre préfacé par le professeur Joyeux. Et ce livre, Les parasites, ces hôtes invisibles qui envahissent notre corps, eh bien, parle de quelque chose d'excessivement méconnu, cher professeur. Et oui. Parce que ça, les parasites, bon, quand on parle de parasites, on se dit, ouais, c'est le ténia ou des choses comme ça. Mais ce n'est pas que ça, en réalité. Non, il y a beaucoup de parasites. Alors, il y a les parasites qui envahissent notre intestin, et puis il y a des parasites qui vont ailleurs également, qui peuvent arriver directement dans le sang par des piqûres d'insectes. On connaît ça avec le paludisme, c'est un parasite. Parasite, c'est une structure extérieure à notre être humain. Ce ne sont pas des bactéries, c'est un être pluricellulaire ou unicellulaire quand on a des protozoaires de grande taille. Donc c'est des hôtes invisibles qu'on ne voit la plupart du temps pas, mais qui peuvent créer des pathologies très sournoises. Et je pense qu'on sera beaucoup amené à parler de ce qui se passe ici, dans notre intestin. Est-ce que ces parasites existaient à l'époque de nos grands-mères? Ces parasites-là, hein, je ne parle pas des ténias, des paludismes, etc. Oui, les parasites ont toujours existé. D'ailleurs, une blague qu'on dit entre médecins, c'est que l'être humain a été créé pour permettre la vie des parasites. Donc les parasites sont là pour se nourrir et croître à nos dépens. Oui, mais par contre, aujourd'hui, il y a un développement qui n'est pas celui de nos grands-mères. Oui, alors aujourd'hui, pour être malade des parasites, il faut 2 choses. Il faut rencontrer le parasite, et on le rencontre tous les jours. Lorsqu'on mange une tomate, une salade, il y a des œufs, il y a des larves de parasites. On va aller. Mais il faut un deuxième facteur, c'est notre intestin. Et il faut que notre intestin soit collant. Ce que j'appelle, moi, l'entéropathie exsudative, c'est-à-dire dans l'intestin grêle, la muqueuse est collante, suintante. Et pourquoi est-elle collante, suintante? Ça va faire coller les parasites. Pourquoi? Pour 2 raisons, là encore. Parce que nos intestins, petit à petit, avec l'évolution de l'être humain, sont de plus en plus fragiles. Et puis, il y a l'alimentation qui fragilise nos intestins et qui abîme véritablement les intestins. Et c'est pourquoi il y a une évolution parallèle entre les maladies de l'intestin dues à l'alimentation et le développement des parasites. De quel type d'alimentation vous parlez? Est-ce que c'est l'alimentation moderne à base de pesticides? Oui, alors ce sont les alimentations modernes. Et il y a 2 aliments que je cite très fréquemment avec les patients. C'est premièrement le lait de vache. Le lait de vache, c'est un lait qui est constitué, bien entendu, comme tous les laits, de caséine, lactoglobine, lactalbumine, déjà des grosses protéines qui sont un peu dangereuses pour notre intestin, un peu fragile. Et puis, on traite les vaches. On donne des antibiotiques, on donne même des hormones pour leur faire fabriquer 50 litres de lait quand elles ne devraient en fabriquer que 20 litres. Et puis, elles mangent de l'herbe qui a été poussée avec des pesticides. Et donc, forcément, notre lait n'est pas du lait pur comme on pourrait le voir dans les montagnes de Mongolie, par exemple. Et puis, le deuxième aliment, c'est véritablement le gluten, qui est un aliment essentiel de notre alimentation, qui est en fait dans les farines, dans le blé, qui est le constituant essentiel du blé. Et ce gluten a beaucoup changé
Et il est devenu extrêmement irritant pour nos intestins, si bien qu'il y a des authentiques maladies qui ont été créées par ce gluten. Alors, on va en parler dans un instant, mais avant ça, je vais présenter notre ami Marc Daoud, qui est ici présent. Salut, cher Marc. Salut, cher Mike. Patron de Nexus. Tiens, montre le nouveau Nexus. Tout dernier, à table citoyen, numéro actuellement en kiosque. Voilà, c'est pour ça que je voulais que tu sois présent, parce que voilà... l'alimentation au cœur déjà de notre... Tu avais parlé de l'injection sur l'alimentation. Le numéro précédent, de la seringue à votre assiette. Voilà. Vous pouvez retrouver aussi sur nexus.fr. Et on parlait aussi de ce business, c'est toujours un business. Hein, parce qu'on parle très peu d'alimentation. Très très peu, et malheureusement, même quand on mange bio, on ne se rend pas compte de ce qu'on ingurgite. Et entre autres, dans ce numéro précédent, on parlait de ces vaccins ARNM qui sont largement utilisés dans le monde animal et pour lesquels il y a très très peu de contrôle, encore moins que pour les humains, et pour lesquels le marché est en train de progresser exponentiellement. Et c'est là où on voit que les intérêts économiques surpassent largement les intérêts sanitaires. Merci à toi, cher Marc. Je sais que tu auras beaucoup de choses à dire sur la deuxième partie de l'émission. Cher professeur, vous avez parlé du gluten. Le gluten, c'est pourtant quelque chose que l'être humain mange depuis des millénaires. Pourquoi aujourd'hui c'est un problème? Alors aujourd'hui, pour des problèmes de volonté de nourrir la population mondiale, on a besoin de production de blé, qui soit résistant aux intempéries, résistant aux microbes qui attaquent le blé. Et donc, on a créé des blés dont on a modifié le statut chromosomique. De 12 chromosomes, on est passé à 44 par des 44 par des hybridations. Et comme je dis souvent à nos patients, nos intestins, nos grands-mères nous ont donné des intestins qui résistaient à un blé de 12 chromosomes, pas de 44. Et puis, on a augmenté les teneurs des farines en gluten. On a doublé, donc ce qui était déjà énorme. Gluten vient de glu, ça colle. Donc, et une anecdote qui m'a été donnée, les livreurs de farine disaient, auparavant on livrait les farines, on passait un petit coup de jet d'eau et tout partait. Aujourd'hui, on passe des raclettes, tellement ça colle sur les parois des camions. Et donc imaginez ce qui se passe dans nos intestins. Donc ce gluten, mais on l'ignore encore. Il y a quelques années, dans le journal Le Monde, un dimanche matin, un gros titre, « Le régime sans gluten ne sert à rien ». Mais il ne sert à rien chez les gens qui ne sont pas intolérants au gluten. Alors, on nie l'intolérance au gluten, pourquoi? Parce qu'on croit qu'il y a des prises de sang. Mais non, dans cette forme d'intolérance, il n'y a pas de prise de sang positive. Elle est même négative. Donc, on dit, tu vois, on cherche des anticorps, ils ne sont pas là, donc tu n'as pas d'intolérance au gluten. Non, il y a des intolérances au gluten, bien entendu, qui sont fréquentes, puisqu'elles toucheraient aujourd'hui une personne sur 10. Oui, mais un industriel sait qu'un gluten à 44 chromosomes, c'est pas bon pour l'être humain. Pourquoi est-ce qu'on continue à en produire? Alors ça, je me pose la question, et jusqu'à quand? Parce qu'à un moment donné, on va dire stop quand tout le monde sera malade. Quand on sait, on en parlera tout à l'heure, que le gluten peut être à l'origine des scléroses en plaques, de Parkinson et de maladies comme ça. Sclérose en plaques et Parkinson. Et oui, quand on cherche sur les banques de données, on s'aperçoit que le fait de supprimer le gluten va améliorer l'évolution des maladies de Parkinson et de sclérose en plaques. J'ose même pas dire le titre, pour ne pas être provocateur, mais un article. Mais dites-le. Current Evidence, évidence actuelle, de l'efficacité du régime sans gluten dans la sclérose en plaques, dans le diabète de type 1 et dans le psoriasis. Rendez-vous compte. Donc on a énormément de maladies dont le point de départ est le gluten. Par des mécanismes différents, il va agir. Et donc, ça fait partie de mon travail de tous les jours, de parler du gluten avec n'importe qui, avec tous les patients, quels que soient leurs symptômes. Alors, des choses nouvelles, je vous en parlerai tout à l'heure. Comment repérer cette intolérance au gluten? Comment savoir que vous êtes intolérant au gluten? Et qui a fait beaucoup de bien pour faire reconnaître ça? Alors, peut-être c'est le moment. Nous? Alors, pendant longtemps, et Monsieur Vénesson, par exemple, a fait un livre très intéressant sur le gluten il y a quelques années. Il a dit beaucoup de choses déjà. Il est allé chercher des références, des petits articles. Et puis, en 2010, c'est arrivé sur le marché mondial ce nouveau gluten, donc doublement concentré dans les farines, doublement quantité. Et donc,
probablement que pour les boulangers, c'est plus facile de produire, ça va plus vite, ça monte plus vite, etc. Et c'est vrai qu'on a des bons aliments, le pain est bon. Non, mais ce que vous voulez dire, alors j'ouvre une parenthèse, c'est que, par exemple, moi je suis de 81, quand j'étais adolescent ou enfant et que je mangeais ma baguette, je ne mangeais pas le gluten nouveau. Nouveau, exactement. Et il semble qu'à partir de 2010, il y a eu un changement. Eh bien, ce qui est étonnant, en 2015, un médecin qui s'appelle Dr Benjamin Lebwohl écrit un article que personne n'a vraiment cité, c'était non-cœliaque gluten intolérance. En disant, vous savez, il y a la maladie cœliaque qui est due au gluten, qui touche une personne sur 100. Eh bien, aujourd'hui, il y a une maladie non-cœliaque qui est différente. Il n'y a pas d'anticorps, il n'y a pas de marqueur. Et ce gluten fait que si on l'arrête, les gens vont mieux, ils n'ont plus mal au ventre, ils n'ont plus ceci. Et puis, petit à petit, moi, j'ai réussi à découvrir les signes sur la peau de cette intolérance au gluten. Sur la peau? Sur la peau. C'est ça qui est intéressant. Comme je suis dermatologue, spécialiste en médecine interne, j'ai voulu examiner la peau des patients. Et je me suis aperçu que les personnes qui avaient l'intolérance au gluten avaient des signes particuliers. On regarde des coudes, des genoux et des cuisses. Et donc, vous pouvez tout de suite dire à quelqu'un qui vient... d'eczéma? Non, des petites pointes de kératine, la kératose. D'accord. Ici, une peau très épaisse. Et si chacun d'entre vous veut regarder son coude aujourd'hui, il peut savoir si oui ou non, il est probablement intolérant au gluten. Alors, il faut une autre condition. Il faut avoir un tissu conjonctif lâche. Et comment voit-on ça? En pliant le pouce, essayant de l'amener en parallèle avec l'avant-bras, et là, vous avez un tissu lâche. Eh bien, en 2016, avec une de mes étudiantes, Lauriane Louvrier, on a fait une étude qui a montré que si vous êtes lâche, vous avez le leaky gut. Vous avez tous entendu parler du leaky gut, intestin poreux, perméable, qui fait que vous avez mal au ventre. Eh bien, à partir de là, ça a été confirmé par des études israéliennes et suédoises, à partir de là, on sait que vous avez un intestin très sensible au lait de vache et au gluten. Et vont apparaître des maladies, soit sournoises, il n'y a rien dans l'intestin, on n'a pas mal, etc., mais une sclérose en plaques, une maladie de Parkinson, un psoriasis, un diabète. Rien que parce qu'on mange de gluten. Hein. Gluten, probablement qu'il y a d'autres cofacteurs. Sachant que le gluten, il y en a partout. Ah ben il y en a partout. Donc rien que parce qu'on mange un aliment je sais pas moi, Findus, Marie, une Pizza Hut, ou j'en sais rien, ou un McDo, on peut avoir Parkinson et sclérose en plaques. Bien sûr, et bien sûr, il y a beaucoup de personnes qui ont dit « Oh là là, c'est exagéré ». Non, c'est la vérité. Quand on interroge les patients qui suppriment ces aliments, ils vont observer une amélioration considérable de leur maladie. Mais comment on peut supprimer les aliments? On peut pas, parce que c'est partout. Ah oui, mais c'est pas les miettes. Autant la maladie cœliaque, c'est une maladie génétiquement déterminée, où votre corps ne peut absolument pas accepter une seule miette de gluten. En revanche, cette maladie non cœliaque, que moi j'appelle maladie de Lebwohl, du nom du monsieur, eh bien cette maladie, suffit de supprimer les quantités de gluten. Et donc remplacer le pain par du pain en petit épeautre, du pain de sarrasin, farine de châtaigne, et on voit des petits boulangers, on voit des petits artisans qui font ce type de pain. Les gâteaux, bien sûr, éviter prendre des gâteaux sans lait de vache et sans gluten. Je ne parle pas du lactose, souvent tout le monde traduit sans lactose. Non, sans lait de vache, sans gluten. Bien sûr, on évitera les pizzas pendant au moins 1 an. Et quoi d'autre encore voilà, on a pratiquement les McDo, tout ça. Ça faut éviter. Ah ben, bien sûr. Ça faut éviter. Faut éviter. Et donc, on pense qu'au bout d'1 an de suppression de ce gluten, l'intestin va se réparer. On peut l'aider par des médicaments, par des compléments alimentaires, et l'intestin va se réparer. Donc vous allez pouvoir remanger normalement, mais en petite quantité, ces aliments. Parce que c'est un problème aussi de quantité. Est-ce qu'il y a autre chose que le gluten? Alors, le gluten nous amène à des maladies. Quelles sont ces maladies? Dès que l'intestin est abîmé, il va y avoir des carences par malabsorption, donc des carences en vitamine B9, en vitamine B12, des carences en fer. Donc une jeune fille qui perd ses cheveux, elle a un manque de fer. D'où vient le manque de fer? Soit elle a des règles trop abondantes, soit elle a une malabsorption, peut-être due à cette maladie non cœliaque due au gluten. Et puis, d'autres carences en vitamine B12. Ce monsieur, 60 ans, qui bute dans les escaliers, il a une neuropathie sans le savoir. On découvre une carence en vitamine B12. Ça vient probablement de cela également, de plus en plus souvent. Ou ce monsieur qui commence à avoir une maladie de Parkinson. Donc il faut savoir le dépister. Donc ce sont les conséquences. Et une grosse conséquence qui nous amène aujourd'hui, ce sont les parasites. Du coup, ces parasites se collent sur la paroi, et même certains vont traverser la paroi, passer dans le sang,
et donner des maladies telles que ce petit garçon qui a perdu son œil dans le livre. Vous voyez ? C'est quoi? C'est des vers? Qu'est-ce que c'est exactement? C'est des vers. C'est-à-dire qu'on mange des gluten, tout ça. C'est-à-dire on est dans la nourriture moderne, voilà, faut se le dire, et on attrape des vers qui se développent à l'intérieur de notre intestin. C'est pas le gluten qui amène les vers, bien sûr que non. C'est pas ça. Mais on mange de toute façon des vers. En prenant une pomme, surtout avec les jardins où on met des engrais animaux de plus en plus, ou des engrais humains même parfois, on va avoir des parasites qui se trouvent sur les aliments. D'où la nécessité de bien les laver le mieux possible. Et là, on pourra en parler des diverses possibilités. Ces parasites, ils vont être éliminés directement si votre intestin est sain. En revanche, si vous avez 1 mètre ou 2 mètres d'intestin collant, parce qu'il est irrité à cause du gluten, les vers vont se coller. Il va y en avoir 10, 100, 200, 1000, 2000, 3000. Quelqu'un avait écrit peut-être 5000 parasites. Et quand on a 5000 parasites, on ne les trouve pas dans les selles. Ils sont collés sur la paroi. Et eux, ils vont donner des problèmes. Premièrement, des problèmes d'allergie. C'est-à-dire que le gluten, les parasites donnent des réactions de type immunoallergique. On se gratte, on fait de l'urticaire. Toute personne qui se gratte, la première cause, c'est les parasites. Et on n'y pense pas souvent. La première cause des urticaires, c'est les petits parasites qui collent dans notre intestin. Et ça, faut le savoir. D'ailleurs, des Allemands ont dit, quelqu'un vient voir un médecin pour de l'urticaire, le médecin lui donne les yeux fermés des antiparasitaires, l'urticaire va guérir dans 80% des cas. Parce que si on cherche les parasites, on ne va pas les trouver. Et c'est là aussi où le bas blesse. Parce que beaucoup de médecins sont d'accord de se dire pourquoi pas les parasites, mais on va les chercher. Et on les cherche où? Dans les selles. Mais le parasite, il n'a pas envie de vivre dans les selles, lui, ça ne l'intéresse pas. Il vit sur la paroi. Donc on ne va pas le trouver dans les selles. On sait que les parasitologies sont le plus souvent négatives dans la grande majorité des cas. Alors, vous êtes professeur en médecine. Est-ce que vous avez aujourd'hui un afflux de patients dû à ces parasites? Ah oui, bien évidemment. Par rapport à il y a 20 ans? Ah oui, c'est évident. Je me suis toujours intéressé à cela, mais ces dernières années, c'est incroyable. Et puisqu'on est là pour donner de l'information, ces jeunes femmes ou ces femmes qui font des cystites à répétition, ça les brûle tous les mois quand elles font pipi, etc. Mais elles croient qu'elles ont une cystite. Mais en fait, si on regardait bien les examens d'urine, non, il n'y a pas de signe de cystite. Il n'y a pas de bactéries ou il n'y a pas de globules blancs. Ce sont des fausses cystites. Ou qui disent, je fais des mycoses. Ce n'est pas des mycoses, ça gratte et il y a des écoulements vaginaux. Eh bien, tout ça est dû aux parasites. Comment le sais-je? Tout simplement parce que depuis 20 ou 30 ans, je donne un traitement antiparasitaire à ces femmes. Elles guérissent spontanément dans les semaines qui suivent. C'est à peu près combien par rapport à il y a 20 ans, un ordre? On a multiplié de façon considérable. On a plus que triplé probablement le nombre de personnes qui viennent vous voir pour une maladie qui va être reconnue liée aux parasites. C'est fou quand même. Et je pense à une autre maladie qui s'appelle la toxocarose. C'est un ascaris chez le chien. Le chien va faire ses selles à l'extérieur et l'enfant va jouer dans le bac à sable. Et il y a des crottes depuis 3 semaines. Et il va ramasser au bout de ses doigts des œufs. C'est invisible, bien entendu, de Toxocaracanis. Il va mettre à la bouche, ça va rentrer. Mais comme ce parasite ne peut pas se développer chez l'être humain, on ne sait pas pourquoi, il va rester au stade de larve. Eh bien, la larve, elle va passer à travers l'intestin. Mais si vous avez un intestin sain, qui n'est pas malade, il ne passera pas. Par contre, si votre intestin est abîmé par le lait de vache et par le gluten, le parasite va passer. Il va circuler et il peut se terminer dans un œil et vous allez devenir aveugle d'un œil. Et on va même croire que vous avez un cancer. Le parasite peut aller dans le cerveau. Il peut aller partout. Et donc, c'est extrêmement dangereux. Et j'ai des personnes qui sont des épileptiques qui sont dues à ce parasite. Vous voyez? Donc, méfions-nous. C'est fou. Mais moi, je voulais vous poser une question. Vous avez écrit cet excellentissime livre, voilà, je le remontre, Les Parasites. Vous êtes professeur en médecine interne, vous êtes aussi dermatologue. La préface du professeur Henri Joyeux, que vous connaissez, que vous aimez tous, évidemment. Mais j'ai l'impression comme il y a une sorte d'omerta sur votre livre, parce que, en parlant du gluten et de la nourriture même en général, je pense que là, vous tapez sur ce qui fait mal, c'est-à-dire la nourriture industrielle. Et j'imagine qu'il y a énormément d'intérêt, il y a des dizaines de milliards de dollars et d'euros en jeu, et donc du coup, on ne veut pas en entendre parler. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et nous, au niveau médical, on ne peut pas faire cette relation directement, mais je pense que des économistes pourraient le faire.
d'une part, je suis professeur de dermatologie et spécialiste en médecine interne, et c'est cette ouverture de médecine interne qui m'a permis de considérer le rôle important de l'intestin dans beaucoup de maladies, notamment dermatologiques. 80% des maladies dermatologiques sont en relation avec l'intestin, c'est incroyable. Mais les malades le savent, ils pensent aux parasites, ils se grattent, ils savent qu'ils ont des parasites, mais ils en parlent au médecin qui souvent ne veut pas en entendre parler. Pourquoi? Parce qu'on lui a mal expliqué au médecin. On lui a encore expliqué qu'il faut aller chercher le parasite dans les selles, alors qu'on ne va pas le trouver, qu'il faut faire des prises de sang. Or, les prises de sang ne sont pas fiables. Souvent, le résultat est négatif, alors que oui, il y a quand même des anticorps, mais le laboratoire a considéré que c'était négatif. Quand il y a une suspicion de parasite, il faut traiter. Et lorsque c'est pas traité, on se retrouve avec Parkinson, avec un œil en moins, des choses comme ça. Eh bien, on peut avoir des choses comme ça. Effectivement, on peut avoir des maladies. Est-ce que bon, il y a le gluten, mais est-ce qu'il y a d'autres produits industriels qui provoquent aussi ces parasites? Alors, tous ces produits attaquent l'intestin, abîment l'intestin. Et je pense que des personnes travaillent là-dessus actuellement. Moi, je me consacre simplement à ces problèmes de lait de vache et de gluten, mais je n'ai pas regardé. Mais on peut y penser, des aliments qui ne sont pas faits pour notre intestin, parce que nos intestins sont faits pour une alimentation plutôt saine, et vraiment naturelle, pas des aliments transformés. Bah justement, qu'est-ce que vous pensez de la nouvelle directive européenne sur les farines d'insectes? Est-ce que l'être humain est fait pour se nourrir aussi de... Oui, mais c'est officiel, hein, pour se nourrir de farine d'insectes? Alors, je n'ai pas les compétences pour le dire, mais intimement, voilà ce que je vois. Quand on a voulu donner des farines animales à des vaches, il y avait beaucoup de raisons. Ça va être très bien, on va pouvoir les nourrir. Mais on a fait la vache folle, la maladie de la vache folle. Et on a dû arrêter. Et là, donner des farines d'insectes à l'être humain, qu'est-ce qui va se passer demain? On a intérêt à être très très vigilant. À travers nos émissions, on essaie de vous fournir le meilleur de l'actualité sans langue de bois. Malheureusement, YouTube est notre limite. C'est pourquoi avec notre équipe d'experts, on passe à la vitesse supérieure à travers notre revue mensuelle. De l'économie à la politique en passant par les domaines scientifiques, on vous livre des analyses inédites sans aucun tabou en version papier et livrées à votre domicile. On s'évertue à être cohérent dans notre démarche d'émancipation financière et intellectuelle, et c'est pourquoi on veut vous accompagner devant comme derrière l'écran grâce à notre lettre confidentielle.